Bilan, activité 7. Dans son ouvrage « DASH, la meilleure diète du monde », la nutritionniste Hélène Laurando nous explique tout sur le régime DASH, un type de régime alimentaire spécialement conçu pour stopper l'hypertension. L'ouvrage contient également de nombreuses recettes et des idées de menus sur 4 semaines. Mais intéressons-nous aux bienfaits et aux grands principes de ce régime alimentaire. La diète DASH ne vise pas uniquement à freiner l'hypertension artérielle. Elle permet aussi de prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires et de lutter contre ces maladies. Elle aide à réduire le niveau de cholestérol, à perdre des kilos et à se sentir bien dans son corps. Elle contribue également, selon l'auteur, à ralentir le vieillissement. Une alimentation équilibrée sur le long terme, un programme d'activité physique modéré. La diète DASH n'est pas parmi les plus contraignantes. Cependant, l'auteur insiste sur la nécessité de réduire les produits industriels. Dans l'ouvrage, on peut en effet trouver des informations inquiétantes. Nous mangerions 2 fois plus de sel que la quantité maximale conseillée par l'Organisation mondiale de la santé et 3 fois plus de sucre qu'il y a 50 ans. Nous le savons, manger trop sucré et trop salé est mauvais pour la santé. D'après de nombreuses études, cela favorise la prise de poids, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et inflammatoires. C'est donc pour lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires et leurs conséquences pour la santé que le régime DASH a été créé. Le livre d'Hélène Laurando nous donne des outils pratiques pour l'appliquer au quotidien. Car bien manger, c'est le point de départ pour être en bonne santé. Unité 7, leçon 1, activité 2. 1. Mode incontournable au Congo, ce look séduit toujours plus en Afrique et ailleurs. De Maître Gims à Paul Smith, artistes et créateurs ne cachent pas leur intérêt pour ce style de néo-dandy. Les passionnés se différencient par leur art de bien s'habiller. Les vêtements qu'ils portent sont toujours de grande qualité. Ils apprécient les tons colorés et les matières nobles comme le lin, la soie ou le cuir. Avec leur élégance à toute épreuve, les adeptes de cette mode font l'événement partout où ils passent. 2. Avec ses vêtements chauds et agréables à porter, cette mode s'adapte parfaitement à l'hiver et à la vie au grand air. C'est un look à la fois stylé et confortable, où le tissu écossais et les matières naturelles comme la laine ou le coton sont à l'honneur. 3. Look inspiré d'un style musical. Les vêtements sont larges, confortables, souvent en coton ou en matière synthétique. Majoritairement portés par les jeunes, filles comme garçons, c'est un style décontracté et urbain qui symbolise l'appartenance à un groupe. 4. Un style fait pour la ville. Les vêtements sont pratiques, le style minimaliste et le résultat toujours élégant. Les tons sont majoritairement noirs, gris, blanc et beige pour aller bien ensemble rapidement, sans perte de temps. Leçon 1, activité 7. La haute couture version récup. Durant son dernier défilé de haute couture, le créateur français a dévoilé une missive aussi personnelle qu'engagée. « Je pense que la mode doit changer », y écrit-il. « Il y a trop de vêtements, et trop de vêtements qui ne servent à rien. Ne les jetez pas, recyclez-les. Un beau vêtement est un vêtement vivant. » Quand j'étais enfant, ma mère me racontait comment elle reprenait les pantalons abîmés de mon père pour s'en faire des jupes, explique-t-il. Ça m'a marqué. On peut aimer un vêtement à nouveau en le transformant. C'est ce que je fais depuis mon premier défilé, notamment avec les jeans. Mes jeans. Dans mon premier défilé, comme dans le dernier, il y a des créations faites avec des jeans que j'ai portés. Adieu le flambant neuf, bonjour le flambant vieux. Tunique en accumulation d'anciens corsets ou de ceintures, jupe réalisée à partir de morceaux de chemise, robe faite de tenues d'enfant, un parti pris aussi créatif qu'engagé qui peut-être guidera le prochain projet du couturier. Leçon 2, activité 4. Les frontières du genre sont depuis longtemps remises en question dans le monde de la mode. Sur les podiums, il n'est pas rare de voir apparaître des vêtements presque identiques pour hommes et femmes. Tailleur, short, trench. Néanmoins, le sens ne varie pas. Ce sont toujours des femmes qui s'habillent avec des vêtements masculins. Le contraire est beaucoup moins habituel.
Et c'est ce qui a intéressé Virgil Abloh, styliste pour Louis Vuitton. Dans sa dernière collection, jupes, kilts et robes longues ou courtes se déclinent au masculin. Ma génération ne croit pas aux frontières rigides entre les genres, déclare-t-il. Alors, la jupe et la robe feront-elles bientôt partie de la garde-robe masculine ? Leçon 2. Phonétique. Les semi-voyelles. Ye, Frontière. S'habiller. Wa. silhouette. Croix. Ui, Aujourd'hui. Suivre. Leçon 4. Activité 1. oh Anissa, c'est magnifique! Oh oui, Cléo, vraiment incroyable. T'as vu ce décor? L'eau, la végétation, on se croirait en pleine nature. C'est fantastique, j'adore ces robes. Les silhouettes sont aériennes. On y trouve toute la légèreté de l'éternel féminin. Je craque pour la robe bleue et blanche. Elle est sophistiquée, mais pas trop. Et quelle audace! Ces bottes transparentes à l'exception de la pointe et du talon. C'est extravagant, mais j'adore. C'est ambitieux, mais tellement fluide. En revanche, le sac de plage associé à des robes raffinées, c'est surprenant. J'adore ce mélange de glamour et de simplicité. Cette collection est envoûtante. Bilan. Activité 6. Dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, une nouvelle mode prétend libérer la femme. Joséphine Baker, Coco Chanel ou Greta Garbo la rendent populaire aussi bien à Paris qu'à Hollywood. Les cheveux sont coupés courts, la silhouette devient plate, on ne cherche plus à montrer ses rondeurs. Les jupes se raccourcissent, des femmes osent porter le pantalon. Il s'agit de l'exact opposé de la mode des 10 années précédentes. En effet, dans les années 1910, les normes vestimentaires pour femmes imposaient le corset pour mettre en valeur la poitrine, de longues chevelures et d'interminables robes de soirée. Pourtant, Laurent Trucot, historien, remet en question l'effet libérateur de cette mode à la garçonne. Selon lui, cette nouvelle façon de s'habiller va emprisonner la femme dans un nouveau modèle contraignant avec des codes très précis. Au départ, la silhouette filiforme et même athlétique des femmes doit montrer que ce sont elles qui décident de leur corps. Mais bientôt, selon Laurent Trucot, il y aura une dérive vers une minceur excessive et les régimes pour maigrir. De même, la nécessité de se montrer féminine impose aux femmes le maquillage et les produits cosmétiques en général. Unité 8. Leçon 2. Phonétique. Phonographie du son F. 1. Tu es vraiment fort. 2. Écrivez une phrase. 3. C'est faux. 4. Un exercice de phonétique. 5. Cet animal, c'est un phoque ou une otarie? Leçon 2. Activité 5. Dialogue 1. Elle est incroyable cette histoire. Une médaille olympique retrouvée des années plus tard? C'est formidable! Le jeune homme a retrouvé la médaille sur le bord de l'autoroute. Tu crois? Moi je trouve ça bizarre. Est-ce que ce n'était pas lui le voleur? Et maintenant, il rend la médaille pour avoir une récompense. Tu vois toujours le mal partout. Dialogue 2. Je comprends qu'on puisse collectionner des objets, des statues de nains de jardin ou des assiettes art déco, mais des revolvers, c'est dangereux. Je crois surtout que c'était pour les vendre. Si tu vas chercher plus de détails, c'est assez clair. L'homme a même finalement été jugé coupable. Dialogue 3. C'est n'importe quoi cette histoire. Ce n'est pas en faisant un selfie d'un inconnu qu'on va régler tous ces problèmes. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve ça fantastique. Il suffit parfois d'un peu de solidarité. Dialogue 4. Les pauvres voisins. On n'y pense pas toujours, mais c'est insupportable le bruit d'une mare remplie de grenouilles au printemps. Tu trouves? En 9 ans, ils avaient bien le temps d'installer de nouvelles fenêtres, les voisins. Vivre à la campagne et ne pas supporter le bruit des animaux, c'est absurde. Leçon 2. Activité 6. Marc Péchu, jeune homme sans ressources de 22 ans, vivait dans la rue depuis près de 2 ans.
Titulaire d'un diplôme de cuisinier, il ne trouvait pas de travail et n'avait pas d'endroit à lui où dormir. Un jour, un passant, Amin Ben Diab, remarque le jeune homme qui fait la manche devant une boulangerie. Il lui offre un sandwich et une boisson et se met à discuter avec lui. Marc lui raconte ses galères et son envie de travailler dans le milieu de la cuisine. C'est alors qu'Amin a la bonne idée de se prendre en photo avec Marc et de poster le selfie sur les réseaux sociaux. Son but ? Utiliser son réseau d'amis Facebook pour lancer un appel à la solidarité. Le résultat est immédiat. En quelques heures, suite à des centaines de partages, Marc reçoit des propositions d'aide de toute la France et même de l'étranger. 2 jours plus tard, il commence à travailler dans un restaurant de Lille. Dans la même semaine, le jeune sans-abri trouve un appartement grâce à son nouveau travail et s'y installe avec sa petite amie enceinte. Amin, de son côté, a décidé qu'il voulait plus d'histoires comme celle-là. Le patron de bar lillois, qui se décrit comme un citoyen ordinaire, pense que le problème, c'est qu'on a des stéréotypes sur les gens qui dorment dehors. On imagine des personnes sales, déconnectées de la vie réelle. Pourtant, si on commence à les regarder vraiment, on découvre qu'il y a des gens de tous les âges dans la rue, des individus qui veulent s'en sortir. Et si on s'intéressait à elles ? Pourquoi ne pas essayer de partager leur histoire sur les réseaux sociaux pour leur donner de la visibilité ? On pourrait leur offrir une chance de recevoir de l'aide. C'est le concept de la page communautaire Facebook « Adopte un SDF » qu'Amin a décidé de lancer après cette belle histoire. Une page qui compte plus de 12 000 fans et encourage les gens à s'entraider. Car comme il dit, on ne peut pas aider toute la planète, mais au moins son voisin. Leçon 3. Activité 4. D'après le journaliste Pierre Meillet, le journal télévisé n'a pas pour fonction d'informer. Le 20h en France servirait plutôt à la socialisation et au divertissement. Il pense que le JT donne aux téléspectateurs toutes les informations qu'ils doivent savoir pour pouvoir bavarder. Aussi, le journaliste soutient que le bulletin du soir s'assimile à un rituel religieux. Son horaire, sa durée, le présentateur, le ton, les images, la hiérarchie de l'information, selon lui, tout y est ritualisé et la même histoire se répète tous les jours. Mais Pierre Meillet va encore plus loin. Il affirme que le journal télévisé crée un conditionnement des esprits par la répétition permanente, soir après soir, des mêmes contenus. Pour lui, le 20h nous manipule. Leçon 3. Activité 8. Africa Check est une plateforme Internet indépendante qui permet de vérifier l'authenticité des informations publiées par les médias. Née en 2012 à Johannesburg, c'est la plus vieille initiative de ce genre sur le continent. Elle existe en version française et anglaise. Son fonctionnement est simple. Les usagers demandent des précisions sur des chiffres, des sujets ou des déclarations vues sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur une offre d'emploi fictive, comme celle publiée sur Facebook par la chaîne de supermarchés Boxer, ou sur un chiffre étrange, comme les soi-disant 24 tonnes de riz importées chaque année sur le continent africain. Les journalistes d'Africa Check font des recherches, retrouvent la source de l'information et donnent leurs conclusions pour valider ou, au contraire, démentir l'info. Le site ne dépend d'aucun gouvernement. Son financement est principalement assuré par l'International Press Institute, organisme dédié à la défense de la liberté de la presse dans le monde. Leçon 4. Activité 3. Considérés par certains comme des champions de la liberté de la presse, les médias sociaux sont aussi accusés d'être des vecteurs d'infox et de rumeurs. Alors, doit-on réglementer les médias sociaux ? Et sur quels critères ? Durant ces 2 dernières années dans le monde, plus de 40 lois ont été votées pour faire taire les critiques et écraser les opposants. Je crois, moi, que la liberté d'expression est un droit et qu'il faut la défendre. Je dis non à la censure. Je comprends votre point de vue. Exprimer ses opinions, oui. Insulter son voisin ou encourager quelqu'un à le frapper, non. Je pense que les propos haineux et les appels à la violence doivent être réellement sanctionnés. Ce sont peut-être juste des mots, mais ils ont malheureusement des conséquences dans la vie réelle. Certaines personnes reprochent le manque d'objectivité des entreprises qui gèrent les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous ? On accuse ces géants du web de privilégier leurs intérêts commerciaux dans leur choix de relayer certaines informations plutôt que d'autres.
Je pense pour ma part que c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que cela prouve qu'un contrôle est possible, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voulez-vous dire un mot pour conclure ? Avec juste notre téléphone et Internet, nous avons l'opportunité de transformer le monde de l'information grâce aux réseaux sociaux. Nous sommes tous les acteurs de ce changement. Ne laissons pas d'autres décider à notre place. Leçon 4, activité 7. Les 11 minutes de vol que se sont offertes Jeff Bezos et ses compagnons ont un coût financier et environnemental démesuré. L'exploitation de l'espace, touristique ou plus industriel, doit être impérativement régulée. Un steak peut-il être vegan ? Un lait peut-il être végétal ? Les eurodéputés ont rejeté un amendement visant à interdire aux fabricants de fausses viandes l'utilisation des termes comme steak, burger, saucisse ou escalope. On pourra donc toujours se vanter de manger un hot-dog végétal sur Instagram. En revanche, les termes yaourt, fromage et crème seront désormais réservés aux produits contenant du lait animal. Habiter dans un environnement urbain serait associé à des risques plus faibles de faire une dépression, comparativement aux personnes vivant à la campagne. L'attaque de Grizzly, qui a causé la mort d'une mère et son bébé au Yukon en novembre 2018, a ébranlé toute une communauté. Ce drame a relancé le débat sur la gestion de la faune dans le Grand Nord. Claudiane Sanson fait le point sur cet enjeu qui touche la chasse, le tourisme et les droits autochtones et qui est amplifié par les changements climatiques. Bilan, activité 7. Quand on le voit à la télévision, Kiuao a l'apparence d'un homme normal. On lui donne à peu près 30 ans, un aspect soigné. Il a une voix un peu répétitive qui peut sembler assez artificielle. Et pour cause. Kiuao n'est pas un présentateur de journal télévisé comme les autres. Il s'agit d'une intelligence artificielle lancée en Chine par l'agence de presse Xinhua et le moteur de recherche Sogou. Toute la journée, il présente le journal télévisé. Non seulement je peux vous accompagner 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais je peux être copié à l'infini et présent en différents endroits pour vous apporter les nouvelles, explique le robot. Entraînement au DELF B1. Au Maroc, l'UCED, agence américaine pour le développement international, a lancé un programme de formation pour préparer les jeunes à la recherche d'emploi. Cette plateforme en ligne et en français enseigne aux demandeurs d'emploi marocains des compétences rarement enseignées à l'école, les soft skills. À travers 9 étapes d'une quinzaine de minutes, les participants apprennent à se préparer à un entretien, à rédiger leur CV, mais aussi à bien comprendre les offres d'emploi. La formation est gratuite et se déroule dans différentes universités et centres de formation de 3 villes, Marrakech, Tanger et Casablanca. Les cours en ligne sont complétés par des ateliers et des cours intensifs. On y aborde des thèmes tels que le savoir-être, l'assurance ou la gestion du stress. Mais comme le type de compétences recherchées change en fonction du secteur, les enseignements considèrent aussi les besoins spécifiques au tourisme ou au secteur automobile, par exemple. Le programme rencontre un grand succès au niveau des chiffres et intéresse particulièrement les entreprises. 96 000 Marocains ont pu bénéficier des différents modules et la demande reste forte. Bientôt, ce seront les professeurs d'université qui profiteront d'une formation pour enseigner à leur tour ces techniques aux étudiants. Unité 9, leçon 1, activité 4. Que puis-je faire pour vous ? Je souhaite ouvrir un compte bancaire. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Très bien. Quel âge avez-vous ? J'ai 23 ans. Et vous êtes toujours étudiante ou vous êtes déjà dans la vie active ? Je suis étudiante. C'est parfait. Je peux vous proposer la formule étudiant. Vous n'avez pas de frais de tenue de compte. La carte Visa classique est offerte. Elle permet de faire des retraits à l'étranger ? Ah non. Dans ce cas, nous avons une autre formule avec la carte Visa Premier qui n'est pas gratuite.
Vous pouvez faire des retraits illimités dans la zone euro. Vous pouvez avoir un découvert jusqu'à 300 € sans agio. Vous bénéficiez également d'une assurance. Je préfère. Je voyage souvent en Europe. La formule comprend bien sûr tous les services de banque à distance. Vous pouvez faire toutes les opérations à distance. Vous bénéficiez de divers services d'alerte par SMS et aussi d'un service d'authentification qui vous permettra de réaliser des paiements en ligne en toute sécurité. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir ce compte? Il faut remplir le formulaire d'ouverture. Et nous avons besoin de justificatifs. Il nous faut une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et aussi une copie de votre carte d'étudiante. Cela prend beaucoup de temps pour ouvrir un compte? Une fois que vous avez rendu tous les documents et rempli le formulaire, le délai est de quelques jours. 3-4 jours, pas plus. Ah, et si j'ai besoin d'un chéquier? Les chéquiers sont gratuits. Il faut faire une demande de chéquier. Je vais remplir le formulaire et je vais faire le nécessaire. Leçon 1. Phonétique. Les voyelles nasales. 1. Jean compare les différents établissements financiers. Il gère bien son argent. 2. En principe, il finira de rembourser son prêt dans 5 ans. 3. Marion confirme son rendez-vous avec son conseiller financier demain matin. 4. Les banques proposent souvent des offres intéressantes aux étudiants. Leçon 2. Activité 4. Aujourd'hui, beaucoup de Français utilisent des applications pour faire des économies. Emma, pouvez-vous nous en dire davantage? Bonsoir Mathieu. En effet, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de récupérer des coupons ou de les imprimer. Des sites Internet proposent aux consommateurs une infinité de codes promotionnels qui peuvent aller jusqu'à 70% de réduction. Au moment de finaliser votre achat, vous entrez votre code et vous bénéficiez de votre réduction. Le couponing marche pour toutes sortes d'achats. Un abonnement à la salle de sport, des voyages, de l'électroménager. Il y a aussi le cashback. Tout à fait, Mathieu. Je vous explique. Prenez par exemple l'application Shopmium. Vous parcourez une sélection d'offres et vous choisissez les produits qui vous intéressent. Vous achetez les produits dans votre magasin habituel et vous envoyez sur l'application une photo de votre preuve d'achat. Vous recevez ensuite un remboursement sur votre compte bancaire. 80 centimes pour l'achat de 2 fromages, 4,50 € pour 2 bouteilles d'apéritif, 1 € pour un bac de glace d'une grande marque. Merci beaucoup, Emma. Aujourd'hui, on peut donc faire ses courses et gagner de l'argent. En quelque sorte. Leçon 2. Activité 7. Mais avant toute chose, ça va vous faire rêver. L'histoire incroyable de ce trésor découvert dans une maison de Normandie. 100 kilos d'or dissimulés dans les parquets, derrière les murs, il y en a pour des millions d'euros. Frédéric Veil, c'est l'un des héritiers qui a fait la découverte après la disparition du propriétaire. Racontez-nous. Eh bien, c'est en vidant la maison du défunt que l'héritier et le commissaire-priseur sollicités pour évaluer le patrimoine ont retrouvé plusieurs récipients dissimulés derrière des boiseries, vissés sous un meuble ou cachés sous une pile de linge. Il y avait là des boîtes en fer blanc, des emballages de bouteilles de whisky soigneusement dissimulés où dormait un véritable trésor, 7 lingots, 2 barres d'or de 12 kilos chacune et plus de 5000 pièces d'or. Maître Fierfort n'en revient toujours pas. Tout était emballé soigneusement dans des boîtes, dans du papier. Après, tout était caché partout. Jamais on aurait pu imaginer trouver ça, quoi. Il y avait un trésor caché dans la maison. Un trésor estimé à 3,5 millions d'euros avant impôt, car l'histoire ne dit pas à combien vont désormais s'élever les droits de succession. RTL, un jour en France, Frédéric Veil. Il y a des droits de succession, c'est donc un peu aussi notre trésor à nous tous. Leçon 3. Activité 4. Sortir son porte-monnaie pour acheter, c'est dépassé. Aujourd'hui, on veut la mobilité, pas la voiture, la chaleur, pas le radiateur, la communication, pas le portable. En clair, posséder n'est plus la panacée. La tendance, payer à l'usage. Une nouvelle façon de consommer. Banlieue de Lille. Nathalie Montagne vient tout juste d'emménager. Dans son appartement, particularité, aucun meuble ne lui appartient. Tout est loué. La penderie, le lit, la machine à laver et même le frigo. L'intérêt ?
D'avoir l'esprit libre, quelque part, de rentrer dans un appartement et de me dire, voilà, je rentre, j'ai l'état des lieux et quelque part, tout est là, tout est meublé, sans prise de tête. La jeune femme enchaîne les CDD et change de ville tous les 6 mois. À chaque appartement, elle choisit ses meubles sur Internet et paye en fonction de la durée de la location. Montant de la facture, cette fois, 210 € par mois. Si elle avait dû acheter ces 6 meubles, elle aurait payé au moins 6 fois plus cher. Et ce n'est pas le seul avantage. Ça me revenait en tout cas moins cher de passer par la location de meubles que par un déménageur, où c'était plus de 3 000 € parfois pour faire Nice à Lille. Et enfin, je dirais que mes envies changent un peu au gré des appartements. Poussettes, plantes vertes, montres, presque aucun secteur n'échappe à la location. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 disent avoir plus de plaisir à la location d'un objet qu'à son achat. Et cela touche même la mode. Leçon 4, activité 3. Bonjour, Aglaé Lafont, responsable marketing de l'entreprise Présent Optique. Naël Bailly ? Oui, bonjour Madame Lafont. Je vous appelle suite au document que vous m'avez envoyé avec vos tarifs. Nous voulons organiser notre séminaire annuel dans une capitale européenne. Mais le prix par personne que vous annoncez est très élevé. Il s'agit d'un prix tout compris. Transport, hébergement, restauration, activité. Bien sûr, mais nous sommes nombreux. Vous pouvez faire un effort. Nos marges sont faibles. Je ne sais pas. Nous avons 45 collaborateurs. Nous souhaitons aller à Lisbonne. Pour Lisbonne, je dois pouvoir faire un effort sur l'hébergement et la restauration. Il faut vraiment être en dessous de 1 000 € par personne. Nous pouvons prévoir moins d'activités ou des activités différentes. Oui, nous pouvons laisser un peu plus de temps libre à nos collaborateurs. Ils apprécieront. Bon, je vais étudier la question et je vous envoie un nouveau devis avant la fin de la semaine. Très bien. Et moins de 1 000 € par personne. J'ai bien noté. Je fais mon possible. Je compte sur vous. Au revoir, Monsieur Bailly. Au revoir, Madame Lafont. Leçon 4, activité 8. Voici l'addition, mesdemoiselles. Vous payez séparément ? Oui, s'il vous plaît. Non, laisse. Je paie tout par carte, c'est plus simple. Tu me rembourses ensuite. Ok, si tu veux. Je te ferai un Lydia. Ça marche. 32 €, s'il vous plaît. Avec le sans contact ? Oui. Et voilà votre reçu. Bilan, activité 7. Sophie Fay, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour du Black Friday et vous allez nous en apporter la preuve dans votre histoire économique. Oui, cette preuve a un nom. Elle s'appelle Deal Labs. Deal comme deal, bonne affaire, et Labs comme un raccourci de laboratoire. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, sachez que Deal Labs est un site ou une appli sur lequel les consommateurs signalent les bons plans, les promos intéressantes repérées en ligne ou dans les magasins près de chez eux. Ces promos sont évaluées par les internautes qui peuvent faire monter ou baisser la température d'un deal. Plus il est chaud, plus il est censé être avantageux. Si au contraire quelqu'un a vu le même produit moins cher ailleurs, il fait baisser la température qui peut devenir glaciale. Deal Labs compte 1 million de contributeurs en France, des chasseurs de bons plans. 1 million, c'est bien la preuve que les consommateurs adorent les réductions. Or, ce Black Friday qui nous agace tant, parce qu'on l'identifie à Amazon, à l'hyperconsommation, au gaspillage, qu'est-ce que c'est si ce n'est un grand week-end de promotion ? Il y en a 7 fois plus que les autres jours. C'est une grosse machine, Deal Labs ? En réalité, c'est une petite entreprise. Elle existe depuis 2011, créée à Lyon par 2 cousins. Elle a rejoint en 2014 le groupe allemand Pepper.com. Elle compte 35 salariés en France. En juillet, elle s'est associée au comparateur de prix en ligne, le Dénicheur. Mais ce qui fait sa puissance, c'est surtout sa communauté. Vous vous souvenez de l'émeute devant le Lidl d'Orgeval dans les Yvelines en juin dernier ? Eh bien, c'était à cause de Deal Labs. Un technicien qui était venu vérifier le bon fonctionnement des caisses la veille de l'ouverture du magasin avait vu en rayon les PS4 à prix cassé. Il avait posté l'info sur Deal Labs. À partir de là, tout s'est emballé. Les acheteurs sont venus de très loin pour profiter du bon plan. Ils étaient trop nombreux et le Lidl n'a pas pu ouvrir. Et justement, en ce moment, quelles sont les bonnes affaires ? Alors, les deals les plus chauds hier soir, c'était un smartphone Xiaomi vendu par Xiaomi, des AirPods Apple vendus dans un Leclerc près de Mont-de-Marsan, à condition d'avoir la carte de fidélité,
une télé, un multicuiseur. Pour anticiper ce qui pourrait être intéressant cette année, D-Labs a aussi analysé les offres du Black Friday 2019. Alors qu'est-ce qui se détache ? Eh bien en tête, ce sont les abonnements aux plateformes de streaming comme Netflix. Elles cassent leur prix. Hier, l'abonnement au CS était divisé par 2. Bon plan aussi pour les jeux vidéo, la parapharmacie, les articles de sport. En revanche, les jouets à cette période de l'année ne sont normalement pas les produits les plus bradés. Sophie Fay, journaliste à l'Obs, est avec nous dans le 5-7 de France Inter. Unité 10, leçon 1, phonétique. Les sons U et OU. 1. La catastrophe naturelle. 2. La circulation. 3. Non polluante. 4. Tout est prêt. 5. Un réfugié. 6. J'aime mon boulanger. 7. Les Nations Unies. 8. Ça coûte cher. 9. Elle est nouvelle. Leçon 3. Activité 6. En l'espace de 40 ans, la population d'animaux sauvages sur Terre a baissé de 60%. D'ici 2030, la communauté internationale s'est fixé l'objectif de 0 perte supplémentaire. En 20 ans, le nombre d'animaux en détresse accueillis par le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a été multiplié par 5. Harry, combien existe-t-il de centres de soins d'animaux en France ? Il y a environ 70 centres dans toute la France. Et quel est le but de ces centres ? Que font-ils précisément ? Ces établissements sont appelés centres de soins pour animaux sauvages. Leur objectif principal est de réinsérer les animaux blessés et en détresse dans leur milieu naturel. Et quelles sont les principales causes des blessures ou de mort des animaux sauvages ? Les causes principales sont les accidents de la route, la chasse, les collisions contre des vitrages ou des câbles électriques, mais aussi les empoisonnements et la pollution en général. Si on trouve un animal abandonné ou blessé sur la route, que faut-il faire ? Il ne faut jamais toucher l'animal directement avec les mains. L'animal peut être porteur de maladies mortelles pour l'homme. Capturez-le à l'aide d'un tissu épais et placez-le dans un lieu calme et ombragé sans lui donner à manger ni à boire. Et n'essayez surtout pas de le soigner vous-même. Transportez-le jusqu'au centre de soins le plus proche. Et comment cela se passe ensuite ? Une fois que l'animal arrive au refuge, il passe par diverses étapes avant de pouvoir être relâché. Il est enregistré, puis examiné. Il est ensuite soigné, puis rééduqué, et enfin relâché dans la nature. Cette étape clé est accomplie selon des critères bien spécifiques. La saison, le site naturel choisi, les conditions météorologiques et même l'heure de la journée. J'imagine que vous avez déjà sauvé beaucoup d'animaux. Oui, des dizaines. Je trouve que c'est notre responsabilité de sauver ces animaux en danger. Et pour quelles raisons vous faites cela ? Quand j'étais tout petit, je ne supportais pas de voir des animaux abandonnés dans la rue. Mes voisins, par exemple, quand ils partaient en vacances, ils laissaient leurs chiens enfermés dans la maison. Je les entendais aboyer toute la nuit. Je souffrais pour eux. Alors j'ai décidé d'aider les animaux en danger, et me voilà ici. Merci Harry pour votre témoignage et vos recommandations. Maintenant, nous allons parler de sauce béarnaise. Bilan. Activité 7. 1. Il dépollue la Seine. 2. La hausse des températures, c'est vraiment insupportable. 3. La couche d'ozone est en danger. 4. Hugo aime beaucoup la nature. Bilan. Activité 8. Michael. J'ai un ami qui est bénévole dans une association. Un jour, il m'a proposé de l'accompagner à une réunion de son association. C'était très intéressant. J'ai été enthousiasmé par les projets de l'association. Depuis, je me suis engagé comme bénévole. Je participe 2 fois par semaine. Je partage mon expérience de directeur commercial. Je forme des stagiaires, je leur apprends à prendre la parole en public. Garance. Cela fait presque 3 ans que je suis bénévole dans cette association. Je me sens très utile. Je contribue 2 ou 3 fois par semaine. Avec les autres volontaires, on sert des repas au SDF, on récupère des vêtements, on va à la rencontre de personnes qui ont besoin d'aide. C'est passionnant. Lisa.
Depuis la fin du lycée, j'ai décidé de donner des cours de français aux étrangers qui ne maîtrisent pas encore notre langue. Je leur propose des cours de conversation, de grammaire et aussi de savoir-vivre en France. Avec eux, j'apprends beaucoup de choses. C'est un véritable partage culturel et humain. Unité 11, leçon 1, activité 2. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour. Dans Guillaume. votre dernier roman, Les Aérostats, publié chez Albin Michel, on découvre une autre étrange famille. Alors cette étrange famille, elle est présentée au travers d'un jeune homme de 16 ans. Il s'appelle Pi, il est dyslexique et une jeune étudiante en philologie bruxelloise, Ange, est embauchée par le drôle de père de cet enfant, lequel demande à Ange de lui apprendre à aimer la littérature et également de faire quelque chose contre la dyslexie de cet enfant. Et Ange va faire des miracles, puisqu'elle va réussir à faire en sorte que cet enfant non seulement lise, mais apprécie la grande littérature. C'est une sorte de fable moderne au sujet des pouvoirs de la littérature. Vous croyez donc en la littérature, Amélie Nothomb ? Je crois en la littérature parce qu'elle m'a sauvée. À l'adolescence, je vivais dans le néant. S'il n'y avait pas eu la littérature et en particulier les classiques, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Ce n'est même pas une nourriture spirituelle, c'est ce qui m'a formée même physiquement. Je n'avais pas de corps au moment de lire les classiques, j'ai un corps depuis que j'ai lu les classiques. Ça vous a sauvé de quoi ? D'être informe, puisque vous dites que vous n'aviez pas de corps. Ça m'a sauvé du néant, ça m'a sauvé du non-être. On ne peut pas grandir à partir de rien. Et j'étais vraiment dans le néant. Adolescente, j'ai lu les classiques, j'en ai fait la matière même de ma croissance, et raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui. Leçon 1, activité 7. BeBook est une application de lecture 100% africaine. Cette appli a été développée au Mali et propose des livres numériques édités par la maison d'édition à lire sur smartphone ou tablette. Son mode de fonctionnement ressemble à celui de YouScribe, très présent sur le continent africain. Toutefois, BeBook se différencie d'une grosse base de données. Le choix proposé par l'éditeur permet au lecteur de ne pas être perdu dans l'offre. L'objectif de BeBook est d'inciter les Africains à lire. L'autre objectif est de mettre en valeur les créations africaines. L'application est disponible sur Google Play Store. Une fois téléchargée gratuitement, l'utilisateur a accès à des milliers de livres numériques. Les 6 premiers e-books sont gratuits et sont à lire directement dans l'appli. Les autres livres sont proposés à environ 3 € l'unité. BeBook a également une autre ambition, faire connaître aux lecteurs de nouveaux auteurs. Ces auteurs indépendants peinent à être édités à compte d'éditeurs. La start-up leur propose un modèle équitable qui s'approche de celui de l'auto-édition. En effet, les écrivains africains, une fois leurs livres publiés sur BeBook, sont rémunérés. Ils touchent une rémunération immédiate de 30% du prix de vente pour les 500 premiers livres téléchargés et 50% au-delà. Depuis son lancement fin mai, BeBook a enregistré 6000 téléchargements de livres, une action à soutenir en parlant en Afrique et au-delà. Leçon 3, phonétique, le groupe consonantique. 1. J'ai entendu un bruit. 2. Mon livre a 12 chapitres. 3. C'est un célèbre écrivain. 4. C'est mon actrice préférée. 5. Il a fait un bref résumé. Leçon 3, activité 8. Arte Cinéma. Dernière ambassadrice de la cinéphilie sur la TNT, la chaîne franco-allemande propose un système de replay gratuit et parfois même en avant-première de ses programmes diffusés en direct. Disponible pour une durée variable selon les programmes, d'une dizaine de jours à plus d'1 an, c'est l'occasion de redécouvrir les œuvres d'une ligne éditoriale toujours aussi pertinente et qui s'adresse autant aux rats de cinémathèque qu'aux jeunes cinéphiles débutants. Gratuit. MK2 Curiosity. Pour combler l'absence des salles de cinéma lors du premier confinement, le géant du cinéma d'auteur MK2 mettait en ligne le site MK2 Curiosity, offrant une sélection de 5 films gratuits renouvelés toutes les semaines.
Dès les premières heures, le programme rencontrait un franc succès. Près d'1 an plus tard, la plateforme est devenue le rendez-vous hebdomadaire des cinéphiles avertis, guettant chaque jeudi les nouveautés à venir. Gratuit. Leçon 4, activité 1. Nous sommes au cœur du quartier latin. Devant vous, le Champeau. C'est un des premiers cinémas d'art et d'essai installés à Paris. Pour commencer, je vous laisse admirer sa façade. Elle est assez étonnante aujourd'hui. La façade et la salle sont classées au patrimoine des monuments historiques depuis 2000. À cette date, le cinéma a failli être vendu et disparaître. Heureusement, des amoureux du 7e art se sont mobilisés pour le sauver. La première projection a eu lieu en 1938. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce cinéma ne programme pas de films récents. Il propose des classiques du cinéma, notamment français. Régulièrement, il organise des rétrospectives sur de grands réalisateurs. Et pour conclure cette découverte, je vous propose d'entrer pour admirer les 2 salles avant que les séances commencent. Dans la salle 2, les spots lumineux au plafond donnent l'impression de visionner un film sous un ciel étoilé. Je vous invite à me suivre. Bilan, activité 5. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a plein d'humour et une belle touche de romantisme. Les comédiens jouent très bien leur rôle. La qualité des décors, les images, c'était vraiment super. Je n'ai pas vu le temps passer. Il mérite sûrement de remporter un prix au prochain César. Toutes mes félicitations aux réalisateurs de cette perle. Je l'ai vu cet après-midi avec mes enfants. À la fin du film, ils ne voulaient plus quitter la salle. Ils sont restés jusqu'à la fin du générique. On a tous apprécié l'histoire, du début à la fin. On voit bien le travail de recherche et l'excellent choix des acteurs qui jouent leur rôle à merveille. J'ai trouvé le film un peu long tout de même. Et je n'ai pas beaucoup aimé la musique. Unité 12, leçon 1, activité 5. À Dakar, la Médina donne le pouls culturel de la cité. Et dans une ville où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans, le street art est un moyen accessible d'expression créative. Depuis 2010, les murs de la Médina servent ainsi de canevas à une multitude d'artistes, sénégalais bien sûr, mais aussi originaires d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Le quartier, qui a vu naître des personnalités comme le célèbre musicien Youssou N'Dour, s'enorgueillit de cette galerie à ciel ouvert qui attire de plus en plus de visiteurs. À l'origine du projet de revitalisation des murs de la Médina se tient un homme, Mamadou Boy Diallo. Le Dakarois de 32 ans a créé en 2010 l'association Yata Al Art, élargir l'art en Wolof, afin de promouvoir le talent des jeunes artistes du quartier où il est né. Inutile à Dakar d'obtenir l'approbation de la ville pour peindre des œuvres de street art. Il suffit que les propriétaires des murs concernés donnent leur accord. Diallo et les graffeurs mandatés donnent ainsi une seconde vie aux maisons historiques du quartier. Ils espèrent par exemple sauver de la destruction un vieil édifice de 1914 sur lequel un collectif venant des Canaries, Sabotare Al-Montare, a peint le regard saisissant d'un jeune garçon déterminé. Pape Diop est, comme Diallo, originaire du quartier. Il a recouvert de ses fresques plusieurs murs et trottoirs de la Médina, prenant ce que la rue lui donne comme pinceau. Un bout de charbon, un reste de café, un mégot de cigarette. Ce qui compte le plus aux yeux de Diallo, c'est que l'art soit accessible à tous et présent partout. Selon le curateur, il n'a pas été aisé au départ de convaincre les habitants de l'intérêt du street art. Nombreux sont ceux qui tentèrent de monnayer le procédé, avant de réaliser qu'il était dans l'intérêt économique de la communauté. Car la Médina est véritablement devenue le centre de la culture urbaine de Dakar, et entend bien le rester. Leçon 2, activité 4. Avec la vente à un prix record du portrait d'Edmond de Bellamy, une question agite désormais le marché de l'art et aussi le monde de la science. Qui est l'auteur de l'œuvre ? Le collectif ? L'algorithme ? Ou même l'auteur de l'algorithme qui ne fait pas partie du collectif ? Qu'en pense le public ? Malgré le talent remarquable des 3 Français, je trouve scandaleux de payer aussi cher pour un tableau dont on ne connaît pas en réalité le véritable auteur. L'œuvre a été adjugée en quelques minutes à plus de 400 000 $. Pourtant, il n'y a pas d'auteur. Pour moi, un ordinateur n'est pas un artiste.
Bien que le portrait ait été réalisé par l'intelligence artificielle, pour moi c'est une œuvre d'art. Elle a plusieurs auteurs, c'est une création collective. Vous avez vu la signature du tableau? C'est une formule mathématique incompréhensible. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'auteur. Ce n'est pas une œuvre d'art. Leçon 2, phonétique. Les sons et est. 1. Légèreté. 2. Célèbre. 3. Littéraire. Leçon 4, activité 4. Bonsoir, vous connaissez l'artiste? Non, c'est la première fois que je vois son travail. C'est fabuleux. Je suis contente que cela vous plaise. Vous pouvez m'expliquer un peu son travail? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le concept. Attendez, je vais trouver l'artiste qui pourra vous expliquer son concept. En attendant qu'elle soit disponible, voulez-vous une coupe de champagne? Avec plaisir. Merci. Cette œuvre, au fond là-bas, est tout à fait incroyable. Laquelle? La grande sculpture en métal. Mais c'est important pour les manteaux. Je suis vraiment désolé. Mais c'est que... Bilan, activité 5. Ce samedi 8 mai, l'Hôtel des Ventes de Montpellier organise une vente aux enchères. Parmi les œuvres mises en vente, une toile du peintre français Pierre Soulages. Le prix de cette toile, peinte en 1975, est estimé entre 500 000 et 800 000 euros. Pierre Soulages, qui a eu 100 ans en 2019, est d'ailleurs le peintre français encore en vie dont les œuvres sont les plus chères du monde. Il y aura beaucoup de monde à l'Hôtel des Ventes. Des acheteurs venus du monde entier sont très intéressés par cette toile qui n'a jamais été exposée. Pierre Soulages est très connu pour son travail sur le noir et les reflets du noir. Entraînement au DELF B1. Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons Romain Marty qui va nous parler d'Alberto Giacometti. Bonjour Vincent. Alors, qui était Alberto Giacometti? Giacometti est un sculpteur et peintre suisse né à Borgo Novo qui a vécu et travaillé en France. Il est connu pour ses statues en bronze, des personnages fins et élancés. Son œuvre la plus célèbre est certainement L'homme qui marche. Giacometti en a fait 3 versions. À chaque fois, l'homme a le buste incliné d'une manière différente. Et où peut-on voir les œuvres du sculpteur? Giacometti avait déjà une fondation et depuis quelques années, l'Institut Giacometti a ouvert à Paris. De quoi s'agit-il? Le but de ce nouveau lieu, accessible seulement sur réservation par Internet, est d'offrir une relation plus intime entre les visiteurs et l'œuvre du sculpteur. Des expositions temporaires y seront présentées. Il accueillera au maximum 40 visiteurs en même temps. C'est aussi un lieu dédié à la recherche, qui recevra des chercheurs dans le cadre du programme L'École des modernités. Dans quel quartier est installé cet institut? L'institut est installé dans un bel hôtel particulier de 350 mètres carrés du quartier de Montparnasse. L'atelier de l'artiste y a été reconstitué. Les murs peints de son atelier ont été récupérés par son épouse après sa mort. On y trouve aussi divers objets personnels de l'artiste. Son chevalet, sa palette, ses lunettes, à côté de nombreuses sculptures, certaines pas finies. Et comment est financé l'Institut? Il a été entièrement autofinancé. L'achat du bâtiment et les travaux de rénovation et d'aménagement, d'un coût total de 4,5 millions d'euros, ont été couverts par la vente, en juin 2015, chez Sotheby's, d'un tableau de Miro pour 7,7 millions de livres. Le peintre espagnol avait donné cette œuvre à Giacometti. Merci Romain. Donc pour ceux qui voudraient visiter ce lieu, une adresse peut-être? L'Institut est installé au 5 rue Victor Schœlcher, dans le 14e arrondissement de Paris. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'Institut, www.institut-giacometti.fr. Vocabulaire, unité 10, activité 4. Antoine. Tous les matins, je vois mon voisin trier ses ordures avant de les déposer dans la poubelle. Il fait très attention à ce qu'il y met. Je trouve ça vraiment génial. Cela fait plaisir de voir des gens si responsables et conscients de la planète. Jeanne. C'est incroyable comment l'être humain n'a rien à faire de la planète. Regardez tous ces mégots jetés par terre, c'est inadmissible.
Ils n'ont pas honte. Théo et Sophie. Tu entends? Le chien n'arrête pas d'aboyer. Cela me fait de la peine. Il pourrait au moins demander à quelqu'un de le garder. Tous les ans, c'est la même chose. Ce qu'ils font avec ce pauvre chien est lamentable.